Samuel Eto'o est dans les taux. Et Samuel Eto'o, que certains peuvent trouver comme un zozo, d'autres comme un héros, fait encore beaucoup parler de lui parce qu'il a réussi à mobiliser non seulement ceux-là qui le voyaient déjà courir derrière le ballon, mais parce que de plus en plus, il occupe le terrain. Et la FECAFOOT est un terrain politique et non footballistique. Parce que les dictateurs ont toujours su qu'il faut maintenir le peuple, le manipuler par le football qui est devenu, après la religion, et maintenant a même dépassé la religion, l'opium du peuple. On n'a qu'à voir les stades au Cameroun se remplir, ou encore la cérémonie du ballon d'or qui fait de telle sorte que tout un chacun puisse dire, oh voilà, enfin, et ceci et cela. On n'a qu'à voir, bien sûr, aussi la peur que Samuel Eto'o peut susciter, puisque lors de la 33e édition de la CAN organisée au Cameroun, les mesures avaient été prises qu'on ne devrait pas le voir sur les écrans. J'en avais parlé et il avait d'ailleurs été relégué un peu dans l'anonymat pour ne pas aller s'afficher au niveau de la tribune présidentielle. Samuel Eto'o est donc en train de livrer d'autres combats qui ne cesseront pas tant qu'il est là, parce que, tout comme il est jeune, il y a aussi le fils du président, Franck Biya, qui est jeune et qui trouve Samuel Eto'o encombrant. Samuel Eto'o, bien évidemment, aussi ne veut pas se laisser faire parce que lui-même dit qu'il a de longs bras, non seulement dans le gouvernement, mais aussi à l'international. Et aussi, il connaît nager dans les eaux troubles, utilisant parfois ses relations pour parfois s'imposer. Et puisque au Cameroun, la justice marche parfois au dictat du plus fort, lui aussi peut se révéler être un homme fort, surtout lorsqu'il se sent en danger. Mercredi, Samuel Eto'o a fait convoquer, suite à une plainte qu'il avait déposée auprès du procureur de la République, l'ancien secrétaire général de la FECAFOOT, Parfait Siki. Après avoir été entendu au niveau de la police judiciaire, il a été placé en garde à vue. Annoncé libre, il a continué finalement à rester derrière les barreaux pour, dit-on, une affaire de procès verbal, un procès verbal relatif à l'élection de Samuel Eto'o le 11 décembre 2021. Parfait Siki est donc aujourd'hui celui qui fait l'actualité, dans la mesure où certains ont même dit qu'ils allaient se mobiliser pour demander sa libération. Cela, ce sont des journalistes. En tant que journaliste, j'ai toujours pris la défense des journalistes parce que je me dis, ils se battent pour la liberté d'expression et parce qu'à travers le monde, on respecte le journaliste. Mais cependant, j'ai aussi critiqué ces pratiques qui sont désormais au Cameroun courantes, à savoir qu'on utilise désormais des hommes des médias comme des tueurs à gages, des tireurs à gages, où dès qu'on lui donne un peu d'argent, on lui dit maintenant tu vas bombarder tel, il le fait sans prendre de gants, en suivant les instructions de celui qui est son patron. Mais cependant, il faut aussi faire une différence entre ceux qui ont été journalistes et ceux qui ne le sont plus. Il faut que ce soit clair. En ce qui concerne mon ancien confrère, je devrais dire que, première des choses, parce que je vois des journalistes s'agiter, je vais dire que dans le cas d'espèce, il exerçait dans une association où il défendait les intérêts d'une société.
Il était donc le directeur de la communication d'une entreprise, ou plutôt d'une fédération ou d'une association. Et quand on est là-bas, pour travailler là-bas, on ne peut pas avoir la carte de presse. Ce n'est pas possible. Parce qu'on n'est plus indépendant et parce qu'on dépend d'un organisme, d'une association qui n'a rien à voir avec ces pratiques, d'autant plus que, je le rappelle d'ailleurs, sortir d'une école de journalisme ne fait pas de vous un journaliste. N'est journaliste que celui qui exerce l'activité dans les médias. Cela veut dire que si vous sortez de l'ESTIC, vous devenez maintenant commerçant. Vous vendez les bananes. Vous faites dans l'import-export. Vous faites les constructions, comme par exemple à Delmbala. Vous faites des affaires, vous gagnez des marchés. Lorsqu'on va vous arrêter là-bas, ne dites pas que non, je suis journaliste. Non, 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 non. Vous êtes un homme d'affaires. Et d'ailleurs, lorsque vous sortez d'ici, en France, comme journaliste, avec votre diplôme, vous n'êtes pas journaliste. Il faut exercer dans une entreprise 2 ans comme stagiaire, et puis une entreprise vous reconnaît, donc une entreprise de presse. De presse. Je dis bien de presse, pas une quincaillerie. Si vous partez travailler dans une quincaillerie, vous partez travailler dans machin et tout, non, vous êtes là-bas, ce n'est pas une entreprise de presse. Vous faites autre chose, vous pouvez être peut-être communicateur d'entreprise, mais vous n'êtes pas journaliste. Ça, je voulais d'abord mettre cette précision-là. Maintenant, je devrais aussi m'interroger sur un certain nombre de pratiques avant d'aller à l'intérieur de ce dossier. Parce que ce dossier est politique et non journalistique. Parce que ce dossier concerne Samuel Eto'o, Bongo Njoya et Franck Biya, avec bien sûr en sous-main Parfait Siki, qui, selon l'accusation, aurait détenu certains documents. J'ai dit aurait, parce que je ne peux pas l'affirmer. Les autres l'affirment, lui le nie, mais toujours est-il que celui qui avait d'abord révélé ce procès verbal en question qui est querellé, c'est Guibal Gattama, qui lui également est le directeur de publication de l'Œil du Sahel. Guibal Gattama, qui justement aussi porte le mouvement 10 millions de nordistes, avait bel et bien expliqué que lors de l'élection de Samuel Eto'o, il y a eu du faux parce que le procès verbal dit que les vice-présidents ont été élus le 11 décembre 2021. Or, il dit que c'est du faux dans la mesure où Schlick, le magistrat qui était chargé de coordonner cette élection, lui, il dit que l'élection de Samuel Eto'o s'est achevée le 12 décembre à 2 heures du matin. Donc, on a élu Samuel Eto'o le 12 décembre à 2 heures du matin. On ne pouvait donc pas élire les vice-présidents le 11 décembre. Puisque les vice-présidents ou encore le bureau exécutif, ça arrive, enfin, les vice-présidents arrivent après le président, on ne peut pas élire les vice-présidents avant le président. Mais sauf que où est le document qui montre cela? C'est donc ce document qu'on est en train de chercher et Samuel Eto'o a donc porté plainte. Détenir quelqu'un, je l'ai toujours combattu lorsqu'on n'a pas certains éléments et surtout lorsqu'on sait que celui qui est accusé a un domicile, a une famille et qu'il ne peut pas fuir. Je ne suis pas d'accord pour les humiliations, même de mes pires adversaires. C'est pour cela que toute détention arbitraire, je la condamne. Mais je voudrais cependant dire à mes confrères qui ont parlé de mobilisation que mais je ne vous comprends pas. Vous vous rendez compte? Vous ne vous êtes pas mobilisé lorsqu'un journaliste anglophone a été déporté.
tué. Jusqu'à présent, on ne sait pas là où se trouve son cadavre. Je n'ai vu aucun journaliste camerounais se mobiliser. Vous ne vous êtes pas mobilisé lorsque Jean-Pierre Amour-Belinga a arrêté votre confrère qui aujourd'hui communique pour la FECAFOOT. C'était qui? Ernest Obama. On l'a déshabillé. Il était pieds nus. Je n'ai vu aucun journaliste se mobiliser pour aller sauver celui qu'on appelle Ernest Obama. Je n'ai vu aucun journaliste camerounais se mobiliser. Lorsqu'il fallait défendre Patrick Sapak, David Eboutou, qui avait été arrêté dans les studios ou bien dans l'immeuble de Vision 4, du groupe L'Anecdote, devant les caméras. Je n'ai vu aucun journaliste camerounais se mobiliser. Je n'ai vu aucun journaliste camerounais se mobiliser. Lorsqu'il a fallu licencier et surtout humilier leurs enseignants. Vous vous rendez compte? Le docteur Fouda, il a été filmé nu. On a diffusé ça en plein journal, à Vision 4. Le docteur Fouda a enseigné beaucoup de journalistes. Aucun ne s'est mobilisé. Je n'ai pas vu un seul journaliste camerounais se mobiliser lorsque Médard Sosten Lipot a connu les humiliations. Là, à Vision 4. Xavier Messé, un grand enseignant universitaire qui apprenait le journalisme à eux tous et qui dirigeait la rédaction au niveau de Vision 4, a été humilié. Je n'ai vu aucun journaliste camerounais se mobiliser. Aucun. Vous voulez que je vous cite tous les exemples? Et il y a même des gens qui ont été beaucoup plus puissants. Mais on a dit non, ça ne nous concerne pas. Les Grégoire Ronan pleurait. Lorsqu'ils ont été là, j'ai même dit le professeur Pondi. Le professeur Pondi, il a enseigné dans l'Institut des Relations Internationales, il a enseigné des journalistes et tout et tout. Je n'ai vu aucun journaliste se mobiliser. J'ai été arrêté plusieurs fois au Cameroun, tabassé. Je n'ai jamais vu un seul journaliste se mobiliser. Subitement sur les choses de la FECAFOOT. Quelqu'un n'est plus journaliste. Mais dites-moi, il travaille dans quel média? Non. Je dois le défendre en tant qu'être humain et non en tant que journaliste. Parce qu'il ne l'est pas. Lorsqu'on est à la FECAFOOT, on n'est pas journaliste. Ernest Obama n'est pas journaliste à la FECAFOOT. Oui, Ernest Obama n'est pas journaliste à la FECAFOOT. Si on l'attrape là-bas, qu'il est parti voler à la FECAFOOT, qu'il est parti faire ceci, qu'il est parti faire là, je vais dire que non. Là-bas, la FECAFOOT n'est pas un organe de presse. Et la FECAFOOT, lorsque vous travaillez déjà dans ceci et cela, non, non, non. Je vais juste le défendre parce qu'il mérite, en tant qu'être humain, d'avoir des droits. Maintenant, après avoir expliqué ça, qu'est-ce qui se passe donc avec Samuel Eto'o? C'est que, bien évidemment, ce que vous êtes en train de voir là est une suite logique de la guerre du pouvoir. Samuel Eto'o, bien sûr, a soutenu Mbombo Njoya. C'est du Mbombo Njoya. Mais pour le soutenir, il faut savoir que Mbombo Njoya a utilisé aussi le côté politique comme Samuel Eto'o. Ce n'était donc pas une élection footballistique. Et c'est d'ailleurs pour ça que Mbombo Njoya lui-même est attendu au tribunal de grande instance le 1er novembre 2022. Vous voyez donc que nous ne sommes plus là seulement dans le domaine du football. C'est des pions politiques qui sont en train de se jouer. Pourquoi? Vous allez constater que Mbombo Njoya, juste après que Samuel Eto'o ait été reçu par le directeur du cabinet civil, c'était le 5 novembre 2021. Dites-moi,
Qu'est-ce que Mondayolo a à y voir avec une élection de la FECAFO? C'est parce que c'est politique. Qu'est-ce que Momo Njoya a fait après? Boum! Il a aussi couru. Avec qui? Franck Biya, que personne n'avait jamais vu sortir. Il avait déjà la garde présidentielle pour aller rencontrer le petit frère de Mbombo Njoya, Nabil, 28 ans, nouveau sultan de Bamoun. On a vu Franck Biya, à quelques jours de l'élection, courir avec Mbombo Njoya pour aller le soutenir. C'est donc une guerre véritablement politique. Parce que Franck Biya trouve que Samuel Eto'o est très encombrant pour lui. Il a lancé le mouvement des franquistes. Il voulait surfer sur la vague du fait qu'il soit jeune, qu'il soit beau et qu'il bénéficie de l'onction du pouvoir et surtout du palais de son père. Mais il se trouve que il se rend compte lorsqu'ils font des réunions que non, Eto'o est dangereux. La preuve, c'est que avant que Mbombo Njoya ne soit convoqué, il y a une guerre qui se joue dans le septentrion. Puisque dans le septentrion, Franck Biya a chargé Youssoufa, Bachirou, Mamouda. Je crois que vous le connaissez. C'est l'ancien ami de qui là? Damour Belinga. Il a été chargé de contrecarrer Samuel Eto'o là-bas dans le septentrion. Non seulement actuellement, il y a des mouvements qui ont été créés pour Franck Biya, mais aussi on soupçonne que Samuel Eto'o, lui aussi, il a créé des fan clubs là-bas qui seront prêts à aller faire la campagne présidentielle. Et du coup, Youssoufa Mamouda Bachirou est entré dans une destruction incroyable contre Samuel Eto'o de ce côté-là. Vous allez constater dans cette bataille que justement, en juin 2022, les playoffs ont été organisés à Garoua. Et Samuel Eto'o a filé pour aller rencontrer le Lamido de Garoua. Or, vous savez également aussi que c'est l'endroit où lui aussi va. Parce qu'on dit que le pouvoir, si tu n'as pas les Lamido, tu ne peux pas l'avoir au Cameroun. Mais Samuel Eto'o, derrière les playoffs, non seulement a rencontré le gouverneur, mais surtout, il a dit ceci, que ici, c'est ma ville. Ma mère a passé, mon père a passé 15 ans ici, et c'est ici que j'ai été conçu. Je suis donc un enfant de la ville. Et je donne 30 millions pour la reconstruction du musée. Dès que Franck Biya a entendu ça, il a dit c'est pas possible. Déjà que le Lamido lui-même, il avait fui. Parce qu'en même temps, Franck est le grand ami du Lamido, du Rebouba. Franck maîtrise les Lamido là-bas. Et quand il voit Samuel Eto'o aller auprès de Lamido aujourd'hui, il s'est dit, ce n'est pas bon. Et donc derrière, qu'est-ce qu'on doit attaquer? On doit attaquer Samuel Eto'o derrière ce qu'on appelle le procès verbal que détient Parfait Siki. Derrière ce procès-là, c'est pour annuler l'élection de Samuel Eto'o. Et derrière certains faux documents qu'on est en train de fabriquer également, c'est pour mettre Samuel Eto'o hors d'état de nuire, voire en prison. C'est pour ça que Samuel Eto'o, en tant qu'attaquant de pointe, il ne fait pas la défense. Il attaque. Il va à l'offensive. Personne ne vous le dira. Franck Biya et Samuel Eto'o, c'est le feu en ce moment. Et Franck Biya, pourquoi? Vous allez me dire que, mais attendez, Samuel Eto'o a demandé que Paul Biya, voilà, qu'il était le fils de Paul Biya. Et c'est là où, justement, vient la brouille aussi. La brouille, c'est avec la CAN qui devait être organisée au Cameroun en 2019. Et selon ce qui se dit au palais, Samuel Eto'o étant proche de Ahmad Ahmad et les travaux ne marchant pas, eh bien,
prend la résolution avec l'accord du palais de faire venir Constant Omari et Ahmad Ahmad. Et en plus, ça doit être un autre coup électoral. Donc, ils arrivent à la veille de l'élection présidentielle, et plus précisément le 2 octobre 2018. À la sortie du palais, c'est là où Samuel Eto'o va dire que lui, il a pris la résolution de voter pour Paul Biya, et il appelle les Cameroun du nord au sud, de l'est à l'ouest, à voter Paul Biya, et il dit par rapport à tout ce que Paul Biya a fait pour lui. Mais selon maintenant les déclarations de Franck Biya, c'est que lorsque Samuel Eto'o vient le dire, en fait, le palais avait débloqué de l'argent, et particulièrement ceux qui sont dans l'entourage de Biya disent de Franck Biya, disent que Franck avait pris une somme de 1 milliard pour remettre à Samuel Eto'o, afin que ce dernier remette au comité exécutif de la FECAFOOT. Ce comité exécutif qui était donc représenté là par Constant Omari et bien sûr Ahmad Ahmad. C'est ce qui se dit, enfin, c'est ce que Franck Biya laisse croire, que le Cameroun, c'était pour aller soutenir la candidature du Cameroun, vaille que vaille, parce que Paul Biya avait juré que j'en prends engagement. La CAN 2019 aura lieu au Cameroun. Le CAN, c'est pour demain. Vous vous souvenez de cette expression-là? Donc, en ce moment-là, pourquoi Franck Biya? Parce qu'il faut savoir que Franck Biya, on vous dit qu'il est conseiller de son père, mais ce n'est pas tout. Il y a 2 caisses noires au palais. Les fonds de souveraineté, une partie est gérée par Mbonda Yolo, et les fonds de souveraineté propres à Biya, c'est Franck Biya. Donc, il se dit donc que, enfin, Franck Biya raconte donc que c'est de ces fonds qu'il a tiré de l'argent pour donner à Samuel Eto'o. Et que Samuel Eto'o aurait détourné une certaine somme parce que la totalité n'est pas arrivée auprès de ceux-là qui devaient gagner cet argent-là. Mais entre-temps, on vous dit qu'au cabinet civil, on parle plutôt de 400 millions. Mais que c'était dans une valise diplomatique pour qu'ils ne puissent pas avoir des problèmes avec la douane. Bref, toutes ces interprétations et toutes ces rumeurs, ou alors ces informations qui sont envoyées en jet, ont créé une véritable scission entre Franck Biya et Samuel Eto'o. Mais ça ne s'est pas arrêté là, puisque Franck Biya s'est senti humilié du fait que Samuel Eto'o ait eu à détourner les délégués du Septentrion qui avaient déjà annoncé, avaient fait annoncer par Sédou Mbomo Dioya qu'ils allaient le voter. Mais derrière, Samuel Eto'o est parti, a réussi par un tour de baguette magique à les détourner, et bam, il est passé. Maintenant donc, qu'ils sont à couteau tiré, il faut savoir donc que vous avez pu voir Parfait Siki qui était pourtant là, secrétaire général par intérim. Pourquoi il démissionne? C'est parce que de l'autre côté, on lui dit, tu viens chez nous et on va t'employer, on va t'utiliser pour bombarder à tel ou tel moment. Tu deviens le témoin et puis c'est toi qui étais le secrétaire. Donc tout ce que tu vas dire, les gens vont croire, tous les documents que tu pourras avoir, les gens trouveront cela comme authentique. Ce sont donc ce que moi j'appelle toujours les bagarres politiques. Ça n'a rien à voir avec le sport, ni avec le journalisme. Aujourd'hui, nous sommes à la préparation d'une transition. Franck Biya a vu Emmanuel Macron. Franck Biya bénéficie de certains réseaux à la présidence, tels que Mbonda Yolo, qui croit peut-être qu'il peut aussi être là. Mais en même temps, Mbonda Yolo joue un double jeu, puisque lui aussi, il fait les affaires avec le fils de la vice-présidente de la FECAFOOT, Céline Eko. Lui-même a aussi fait des choses avec Céline Eko. Je n'y viens pas, je ne vais pas faire beaucoup d'écho là-dessus. Et du coup, il se retrouve donc au milieu, on tire là-bas, on tire ici,
Et Paul Biya, en même temps, lui aussi, d'un côté, il s'est dit que non, c'est Samuel Eto'o qui m'a soutenu. Et c'est pour ça d'ailleurs que Chantal Biya, à travers Ngongo, elle va aussi accorder que Samuel Eto'o puisse avoir le droit de décision, le pouvoir de décision sur le choix du sélectionneur. Tout ce qui est en train de se jouer, c'est pour l'élection présidentielle 2025. Que les gens ne vous disent pas que nous sommes en train d'aller défendre tel par rapport au fait qu'il est journaliste. Les journalistes camerounais n'ont jamais défendu personne. Ils ne se sont jamais mobilisés pour personne. Ils ne se mobilisent que pour le gombo. Je connais. Vous savez, beaucoup d'entre eux ont travaillé avec moi. J'ai été leur boss. Et j'ai toujours combattu cela. Si on ne peut pas être un journaliste pour pouvoir au moins dénoncer tout haut, et qu'on ne s'aligne que parce qu'on est manipulé, dès qu'on vous donne un peu de gombo, eh bien, ne manipulez pas le peuple. Ça ne marchera plus.